Voilà, bonsoir. Je suis Orwin Avalon. Et ce soir, bien entendu, comme on est en peine de trouver des sujets terrestres, eh bien, on va s'orienter vers des sujets célestes. Et j'espère que le suspense est à son comble. Que va sortir de notre petit chapeau de magicien? Eh bien, ce soir, je traiterai sur notre relation à Sirius et à Orion. Ah ouh! Voilà qui est intéressant, même si en fait la plupart des gens se fichent complètement de quelle peut être notre relation à Sirius et encore plus à Orion ou inversement. Eh ben oui, si vous voulez, les étoiles ne sont plus tellement à la mode de nos jours. Et la façon, on va dire, euh, dont les humains considèrent le plus les étoiles de nos jours, c'est sous forme de pièces d'or. Les petites pièces d'or, les Napoléons, les machins et les trucs qui ont des noms à coucher dehors. Eh ben oui, les gens adorent les pièces d'or sans se rendre compte que les pièces d'or sont des véhicules solaires, des messagers du soleil, parce que l'or, c'est le métal produit par le soleil, et que l'or du soleil n'existerait pas sans sa collaboration avec toutes les étoiles, parce qu'un soleil dans l'univers aurait aussi peu de chances de survivre qu'une cellule d'un corps humain pourrait survivre en tant qu'humanité ou qu'humanoïde sans la collaboration de toutes les autres cellules de son corps. Voilà. Donc en fait, quand on considère l'existence d'un soleil, eh bien, on ne peut absolument pas le séparer des autres soleils avec lesquels il ne fait qu'un en réalité. Parce que tous les soleils, on va dire, du zodiaque, par exemple, ne sont rien d'autre que les cellules d'un organisme que nous pouvons appeler le zodiaque. Voilà, et puis chaque soleil d'une galaxie est la cellule d'un corps gigantesque qui s'appelle une galaxie. Voilà, vraiment très gigantesque, hein, là. Moi, à chaque fois que je me promène dans une galaxie, je me perds. Ce qui explique que je me perde aussi quand je cherche mon chemin dans une ville sur cette planète. J'ai un problème d'orientation qui me vient du fait que je me suis souvent perdu dans mes déambulations galactiques. Voilà. Donc, si vous considérez que je suis uniquement à moitié fou, vous pouvez considérer que ce blabla est pour vous. Sinon, vous avez déjà quitté de toute façon, donc je ne me fais pas de soucis. Alors, notre relation à Sirius et Orion. Alors, il y a énormément de façons on va dire, de considérer la question. Déjà, ce sont des étoiles particulièrement intenses dans le ciel. Et, et si vous voulez, les anciens considéraient que si des étoiles nous apparaissent d'une façon particulièrement brillante, c'est bien parce que l'influence qu'elles ont sur nous est dominante. Euh, Plus le rayonnement d'une étoile est grande, plus l'influence qu'elle va avoir sur l'humanité est puissante. Voilà, et une petite étoile lointaine qu'on a du mal à voir a forcément une action bien moins importante que la constellation d'Orion qui, moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je regarde le ciel, paf, elle vient me percuter immédiatement. Je sais pas, j'ai une relation particulière avec elle, mais elle me poursuit beaucoup plus que je ne la poursuis, puisque dès que je regarde dans le ciel, c'est elle que je vois. Voilà.
Alors, je ne regarde pas le ciel tous les soirs de l'année, inutile de vous dire. Les jours de pluie, je m'en dispense. Mais voilà. Alors, donc, il y a ce lien. Et les anciens avaient une relation absolument extraordinaire aux étoiles. Et une des choses qui m'avait le plus frappé lors des récits que j'ai entendus en Polynésie de la part de Harimhi, qui était la petite fille de la dernière reine de Bora Bora, d'où est sorti le livre Il était une fois le paradis polynésien, eh bien, c'est que ses ancêtres polynésiens étaient de grands navigateurs. Et lorsque je lui demandais, mais comment il faisait, il y a des centaines, voire plus de 1000 ans, à se déplacer sur les mers avec une précision incroyable sur des rafiaux qui étaient quand même pas terribles, elle me disait, eh bien, ils se faisaient guider par les étoiles. Ils avaient une connaissance du ciel tout à fait prodigieuse. Alors, cette connaissance du ciel est extrêmement ancienne, puisque l'astrologie est une science plurimillénaire. Je me suis à Jaipur, en Inde, par exemple, j'avais visité une structure astronomique absolument extraordinaire qui, je crois, datait du XVIIe ou du XVIIIe siècle et où l'astronomie et l'astrologie étaient complètement reliées, ce qui était aussi le cas en Europe, je crois, avant le règne de Louis XIV. Et donc, et puis, pour ne pas parler des mages à Babylone, qui étaient souvent de grands astrologues. Et donc, on peut se demander, mais comment est-il possible que ces gens-là, à des époques aussi lointaines, avaient une connaissance aussi approfondie, rien que du zodiaque, par exemple, mais en Amérique du Sud, le calendrier maya dénote une connaissance remarquable aussi de la relation de l'homme avec les corps célestes. Voilà, donc ça, c'est vraiment fascinant. Et puis, nous remontons à l'Égypte ancienne, où justement les deux divinités principales, Isis et Osiris, étaient elles aussi considérées comme ayant un lien extrêmement étroit avec certaines étoiles du ciel. C'est-à-dire qu'Isis était absolument identifié avec Sirius, et apparemment Horus était avec la constellation de Sirius, alors qu'Horus était plus spécifiquement relié à Sirius B, alors que Osiris était totalement identifié à la constellation d'Orion. Et la constellation, bon, Sirius, on retrouve des représentations de Sirius A et Sirius B en Afrique dans des grottes de la tribu des Dogons. Il y a plein de choses très, très, très étonnantes sur cette relation que l'humanité préhistorique entretient avec ces deux espaces galactiques que sont Sirius et Orion. Et on peut se demander pourquoi est-ce que les Égyptiens attribuaient à cette identifier certaines les divinités peut-être les plus importantes de leur panthéon à des structures stellaires, et puis peut-être que les autres dieux étaient aussi identifiés à d'autres structures stellaires, mais ça, je n'ai pas eu l'information. Donc, alors, et là, ça nous ramène à la question suivante, mais d'où vient l'être humain? Qu'est-ce qui a donné naissance, pas seulement à notre corps physique, mais à notre conscience? Alors, les religions l'expliquent de toute façon, il y a un corps, il y a une âme et il y a un esprit. L'âme qu'on peut identifier à la psyché, c'est la partie de nous qui est composée de nos sentiments et de nos pensées.
de notre émotionnel ou de notre sentimental et de notre mental. Et je dis souvent que pour moi, le mental est masculin et le sentimental est féminin et qu'ils font un tout et qu'au niveau de l'âme, chaque être humain est polarisé intérieurement. Le mental est masculin et le sentimental est féminin. Le mental est émissif chez l'homme et réceptif chez la femme, et l'émotionnel est émissif chez la femme et réceptif chez l'homme. Après ça, si vous vous retrouvez, vous êtes très fort et vous avez beaucoup de chance. Donc, si vous voulez, nous avons trois structures qui sont absolument fabuleuses, qui est un peu la base des enseignements spirituels et un peu le fil conducteur des enseignements de méditation Merkaba Matrimondière que je propose. Vous avez le corps, l'âme et l'esprit qui sont polarisés, le corps physique en masculin, en féminin, ça, pas la peine de faire un dessin. La psyché ou l'âme en sentimental qui est féminin et en mental qui est masculin. Et puis l'esprit qui lui est polarisé entre l'espace qui est féminin et le temps qui est masculin. Et puis, le divin, au-dessus de là, n'est plus duel, mais unitaire. Et donc, les philosophies orientales présentent la création sous l'angle unitaire et les philosophies, on va dire, plus occidentales la présentent sous l'angle duel. Et le travail, c'est de savoir quand on est dans un discours duel ou quand on est dans un discours unitaire. À partir de là, nous nous retrouvons avec toujours ce questionnement, euh, qui a créé le corps, qui a créé l'âme et qui a créé l'esprit. Alors, d'après la tradition, et là, on débouche bien sûr sur des structures, enfin des connaissances qui ne sont pas confirmées par la science, loin s'en faut. Mais par exemple, dans les traditions babyloniennes de Sumer, notamment, et antérieures à Babylone, donc à Sumer, sur les tablettes d'argile de Sumer, il est dit que l'être humain a été créé à partir de manipulations génétiques faites par des extraterrestres qui arrivaient d'une planète euh, et ces extraterrestres, une planète qui s'appelait Marduk, et ces non, c'était pas Marduk, enfin, et cette planète, je veux dire, ces extraterrestres s'appelaient les Anunnaki, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les surfeurs du temps là-dessus. Voilà, donc les Anunnaki seraient à l'origine de la création de notre corps physique. Mais, euh, si vous voulez, la création du corps physique est la dernière étape parce qu'on commence toujours du plus subtil vers le plus épais. Et vous le voyez bien dans la création de l'être humain, vous avez d'abord une ovule et un spermatozoïde qui sont vraiment infinitésimaux, qui se rencontrent, et puis donc on parle vraiment de l'invisible, et puis les cellules se multiplient, on est encore dans l'invisible pendant les 9 mois de gestation, mais la mère sent bien que l'invisible, il n'est pas si invisible que ça, parce elle sent. Les femmes sentent l'invisible plus facilement que les hommes, vous comprenez pourquoi, puisqu'elles portent l'invisible en eux pendant 9 mois quand elles sont enceintes, mais comme nous sommes tous passés par l'expérience fétale, eh bien aussi bien les hommes que les femmes, en tant que pendant cette présence de 9 mois dans le ventre de la mère, nous sommes tous en train de faire l'expérience de l'invisible. Et c'est extraordinaire parce que nous faisons tous cette expérience du passage progressif de l'invisible vers le visible. Mais au fur et à mesure que nous devenons plus visibles, que le visible s'intensifie, nous nous éloignons de l'invisible et nous finissons par l'oublier. Ah ah, intéressant tout cela.
Donc en fait, le visible, c'est la dernière étape d'une progression qui commence bien avant. Et de la même façon, la création du corps physique est une étape postérieure à celle de la création de l'âme, c'est-à-dire du pôle psychique de l'être humain, de la création du mental et du sentimental. Et là, l'impulsion est aussi une impulsion extraterrestre, mais ce n'est plus une impulsion planétaire, puisque les Anunnaki, qui sont les habitants d'une planète qui est la planète Nibiru, euh, vont créer le corps faisant l'expérience d'une planète, mais le psychisme qui, lui, est invisible, provient des sphères beaucoup moins visibles de la création et il provient de sources vibratoires beaucoup plus élevées. Et c'est là que la planète Sirius intervient et le groupe d'étoiles de Sirius intervient et que Isis, si vous voulez, devient la gardienne du psychisme humain parce que Sirius est à l'origine de la création du psychisme humain. Alors ceci peut paraître totalement extravagant, mais lorsqu'on utilise la pensée analogique, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à lire le pourquoi de certaines affirmations ou de certains symbolismes de la tradition, on aboutit à ce genre de conclusions qui sont en plus, on va dire, il y a plein d'autres sources que je n'ai pas le temps de citer ici, sinon vous aurez, vous serez allé vous promener depuis longtemps. Et la troisième étape, enfin l'étape antérieure, qui est en fait la première des trois étapes, c'est celle qui consiste à mettre en place la structure spirituelle euh, d'un groupe d'âmes, une structure spirituelle qui deviendra un groupe d'âmes et ensuite qui deviendra une éventuelle humanité à quelque niveau dimensionnel que cela se passe. Donc, et là, si vous voulez, c'est de la constellation d'Orion que viendrait la création divine de ce qui se transformera en conscience psychique humaine, puis en corps physique humain. Et c'est là, bien sûr, qu'Osiris intervient en tant que représentation d'Orion. Et là aussi, si vous voulez, les trois pyramides centrales du plateau de Gizeh en Égypte représenteraient la ceinture centrale de la constellation d'Orion. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Il y a des livres remarquables qui ont été écrits là-dessus. Et, euh, et en fait, c'est passionnant parce que ça veut dire que les pyramides ne sont pas... Bon, elles ont tout un tas de fonctions probables et beaucoup de choses ont été écrites dessus. Mais une des fonctions probables des pyramides, c'est de servir d'antenne ou de relais euh, à l'énergie psychique qui relie la Terre à la constellation d'Orion, dont Osiris est la représentation. Et c'est tout à fait passionnant parce qu'Osiris, il a, dans le mythe d'Osiris remplit absolument toutes les étapes. Il a été un grand roi, honoré de ses sujets, et puis il passe par l'étape, on va dire, de la crucifixion, c'est-à-dire que lui, il est mis au tombeau sous forme de sarcophage qui va dériver jusqu'au Liban. Et Isis va le retrouver euh, dans une ville du Liban où je suis allé. Bon, et là, le nom ne me revient pas sur le moment. Et elle le ramène en Égypte. Et puis là, il est fragmenté
en un certain nombre de morceaux, mais ces 12 ou 13 morceaux que représente le découpage du corps d'Osiris, est-ce que ce n'est pas euh, le retour symbolique à la conscience zodiacale, chacune des parties du corps étant reliée à un signe astrologique du zodiaque. Voilà. Et donc, vous voyez comment dans la symbolique, vous pouvez dire, dans la symbolique, on peut délirer aussi facilement que l'on veut, mais c'est pas aussi facile que ça de délirer. Et on ne peut pas délirer si on n'a pas un fil conducteur, et ce fil conducteur, c'est la pensée analogique. Voilà, donc si vous voulez, euh, l'humanité aurait trois origines, une origine physique, les Anunnaki, une origine psychique, la constellation de Sirius, et une origine euh, divine, une origine spirituelle qui est la constellation d'Orion, et puis une origine divine qui est la création de tout ce qui existe. Et à partir de là, la question, c'est comment transformer d'une façon utile, c'est-à-dire comment cette information, c'est-à-dire comment être capable de communiquer avec aussi bien Sirius, c'est-à-dire notre mémoire originelle, la mémoire originelle de notre matière psychique, qu'Orion, la mémoire originelle de notre structure spirituelle. Voilà, et ça, c'est un travail qui est présenté dans les méditations Merkaba Matrimondir. Voilà, c'est vraiment cette extraordinaire, magnifique, incroyable aventure de la récupération par l'être humain des mémoires universelles qui composent l'univers, mais qui aussi composent l'être humain lui-même, parce que tout ce qui se présente à notre regard à l'extérieur de nous se trouve aussi à l'intérieur de nous. Dans un monde unitaire, la dualité n'existe pas, tout est un, et donc l'extérieur sert à nous permettre de révéler à l'intérieur de nous les mystères qui s'y trouvent. Et donc, voilà. Et, Sirius et Orion, le retour à l'identification avec Sirius et Orion, c'est ce qui permet à l'être humain de se réaliser à des niveaux de potentialité que nous n'imaginons même pas, mais qui représentent à la fois le passé lointain de l'humanité et en conséquence son futur qu'il s'agit de rendre le plus proche possible pour chacun de nous. Voilà, écoutez, j'espère que vous serez arrivé à me suivre aussi bien dans le raisonnement que dans la durée de cette vidéo. Et puis encore une fois, faites des commentaires et mettez un pouce en l'air et parce que ça aide énormément à la diffusion de ce travail. Je vous remercie infiniment.